Et donc, on va parler d'un principe de composition. Donc, on est dans la composition et ça s'appelle la structure en éventail. C'est un principe de composition qui est de la même famille que la structure rythmique, les rythmes structuraux. Il apparaît plus ou moins vers, on va dire, 1880, grosso modo. Et c'est des principes qui ont marqué toute la peinture du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est la composition? À quoi ça sert, si je vous pose la question? Pierre, par exemple, qu'est-ce que tu dirais si tu devais expliquer ce qu'est la composition à quelqu'un? C'est une façon d'agencer, de donner une trame pour ensuite agencer tes éléments de ton tableau. Ouais, c'est pas mal. Agencer les éléments du tableau, ça c'est bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Christine, ou Marie-Noël, ou Isabelle? Faire des liens entre les... Oui, faire des liens entre les éléments, ouais, super. Isabelle, toi tu dirais quelque chose? créer des liens, créer des espaces. Ouais, créer des liens. Créer de l'espace, c'est encore autre chose, hein. Ouais, c'est plus la profondeur en fait, créer de l'espace. Agencer, on pourrait dire organiser l'espace, hein, un sens un peu large, organiser l'espace. Parce que agencer, de qu'est-ce qu'on agence? On agence des éléments dans un espace. Et c'est ça qui est important dans la composition. Puis on pourrait dire aussi insuffler du mouvement à l'image. C'est un principe qui a beaucoup été utilisé par les expressionnistes. Et l'idée, c'est qu'on part d'une surface. Mais c'est pour toutes les structures rythmiques ou c'est surtout pour les celles en éventail, le fait de donner du mouvement en image? Alors, on va dire que c'est pour toutes les structures, pour tous les principes de composition, même avec le nombre d'or. Mais on va dire qu'il y en a certains qui vraiment créent plus de mouvement. Hein, et notamment les rythmes structuraux, structures en éventail, les mouvements en spirale. Notamment de Rubens. Picasso a aussi beaucoup utilisé la spirale. Mais oui, il y a certains types de structures qui ont plus de potentiel pour générer du mouvement dans une image. Et l'idée, vous vous souvenez, c'est qu'on part d'un dénominateur commun entre la hauteur et la largeur. Ça c'est clair, hein, pour tout le monde. Toujours le même ou... Non, c'est nous qui choisissons le dénominateur commun qu'on veut donner. Alors, je vous propose souvent 3 comme dénominateur commun, donc 21 par 30 par exemple, mais on pourrait très bien prendre 4 ou 5 ou 10 comme dénominateur commun en fonction de la toile dans laquelle on travaille et de la complexité de l'image. Et là, donc un dénominateur commun de la hauteur et la largeur, et faites pas trop de mesures pour ce principe, parce que sinon ça devient trop complexe, ça devient des trames qui sont extrêmement complexes et puis on s'en sort plus, on se perd un peu. Et donc, comment s'appelle le principe de division qu'on a utilisé jusqu'à maintenant? Régulier. Oui, régulier, c'est un nom. Christine, Isabelle, c'est un nom, ce principe de division de l'espace. Et donc, ce principe de division s'appelle division mécanique. Hein, quand on répète la mesure, c'est des divisions mécaniques. Ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez? 1 plus 1 plus 1. Donc c'est un principe de division mécanique. Un autre principe de division, c'est la division organique. Où là, c'est le nombre d'or. Qui se souvient du nombre d'or? Le chiffre lui-même, c'est combien? 1,4. Ouais, pas mal. Qui c'est qui nous vient en aide? 1,4, qui dit mieux? Ah ouais. 41. 1,618. Avec la racine de 2. Ah oui. Ok, une fois qu'on a mis nos mesures, on va de manière arbitraire pour l'instant choisir une mesure, on va dire celle-ci. Et puis à partir de là, je vais rayonner vers les autres mesures.
Hein, j'ai volontairement pas pris ces mesures-là parce qu'elles sont, du coup, ça devient très proche. Après, c'est à nous de choisir si on a besoin de plus ou moins de mesures. Mais vous voyez, on a tout à coup un magnifique mouvement en éventail qui traverse l'espace, qui se déploie dans l'espace. D'où son nom, la structure en éventail. Une fois que j'ai ce premier mouvement, je vais faire ce qu'on appelle un retour et je vais prendre une autre mesure, par exemple celle-ci, et puis je vais aller chercher les autres mesures et faire ce qu'on appelle la trame, hein, la fameuse trame. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Cet axe-là, il peut être assez important à utiliser d'un point de vue de la composition. Pourquoi? Parce qu'il réunit les deux foyers des mouvements en éventail. Donc du coup, ça devient un axe qui peut être intéressant à utiliser. C'est pas obligatoire, mais c'est comme on est toujours dans une espèce de développement logique de la pensée, c'est évident que cette oblique-là, elle peut avoir une certaine importance. Ensuite, l'idée, c'est d'aller déposer une image à l'intérieur de cette trame sans rester coincé dans les petits quadrilatères ou dans ces espèces de faisceaux en triangle, mais comme je dis très souvent, d'apprendre à danser avec la trame, hein, et partir d'un point pour aller chercher un autre point. Par exemple, quelque chose comme ça. Et puis, vous allez poser, alors ça pourrait être figuratif, abstrait, peu importe, parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est d'aller mettre une image qui est au service de la trame. Et là, je vais justement aller utiliser ça tout de suite. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout encore où je vais, mais je me laisse aller en essayant d'exploiter cette trame sans rester coincé dans l'image qu'elle propose. C'est une des difficultés en fait, de se dire tiens, ok, comment je vais utiliser cette trame avec une certaine créativité, avec une certaine légèreté, et puis peut-être se laisser surprendre. Là, on est vraiment dans la créativité, dans un mouvement de créativité, mais qui est d'une certaine manière contenu dans cette contrainte de la composition. Mais c'est la même chose que quand on fait la division mécanique. C'est-à-dire On suit la trame, on se laisse guider en fait. Oui, c'est le même principe que pour la structure rythmique, tu veux dire? Ouais. Oui, c'est le même principe. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces principes justement? L'idée c'est d'aller toucher des points. Là, vous voyez, par exemple, ce que j'essaye de faire, pour l'instant, j'y vais sans trop réfléchir. Mais par contre, après, ce que je vais faire, c'est que je vais observer comment je touche chaque oblique. Hein, et le fait que je vienne toucher là, que je suis allé toucher là, que je suis touché là, ça commence à activer cette droite. Là, je suis venu ici, j'ai envie de fermer là. Je suis venu ici, est-ce qu'on voit que ça montre la mesure? Pas tellement, hein. Donc, je pourrais éventuellement venir là, par exemple. Et du coup, là, on sent plus cet oblique qui est activé. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller faire... Vous voyez ce qui est en train d'apparaître? C'est dingue, hein? Il n'a pas l'air d'aller très bien. Oui, ou alors il vient de parler avec Picasso un peu longtemps et ça lui a un peu déformé le visage. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez à quel point on doit se comprendre que dans la peinture ça fait longtemps qu'on a dépassé la nécessité de représenter quelque chose qui ressemble au réel. Bon. Et on a tous les outils pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'aller très bien, le pauvre. Mais surtout, moi je ne dois pas me laisser trop aller là-dedans. Je dois continuer à observer. Les éléments esthétiques de ma trame. Et pour ça, j'ai toutes les formes, tout ce que je dessine, mais j'ai aussi les fameuses variations.
hein, le travail d'ombre et de lumière va venir se mettre au service de la trame. Et en cela, ça ressemble aussi à la structure rythmique, hein, par rapport à ta question de tout à l'heure. Donc, j'ai le dessin, mais aussi les variations qui vont venir se mettre au service de la trame. Ça a l'air d'être un petit accident, parce qu'on ne verra pas la trame, mais c'est un accident qui est posé exactement où moi j'ai décidé de le poser, parce que ça permet d'aller activer justement des mesures. Voilà, on pourrait continuer pendant un moment, mais je crois que vous avez compris l'idée. Et puis là, on a une belle base de travail pour aller ensuite le faire en très grand à la peinture, et puis d'avoir la logique de la composition qui va donner une force à la peinture, qui va donner une cohérence à l'ensemble. Et ça n'a rien à voir que si je faisais ça sans structure, puis que j'y allais juste au ressenti, oh, je vais faire un visage déformé. Et en cela, on pourrait dire que la structure, ça devient une amie, ça devient un support. Un tremplin pour nous amener à des endroits où on ne serait jamais allé. Et donc ça, c'est une des variantes. Je vous montre d'autres variantes. Mais sur des tableaux antérieurs à la révolution industrielle, si on applique cette trame, cette structure en éventail, ouais. Est-ce qu'on peut... Non, on ne la verra pas. On la verra pas, non. Même de manière inconsciente. Hein. Même de manière inconsciente, parce que justement, ce n'est pas... C'est un principe qui apparaît, ne serait-ce que le principe de division mécanique, de répétition de la mesure, ça apparaît vraiment à partir de 1880. Hein. Le premier grand maître qui a utilisé ça, c'est Cézanne, en fait. Hein. Après, il y a le cubisme qui a beaucoup travaillé avec ces principes d'image répétée. Il y a Picasso et puis toute la peinture du XXe siècle, autant la peinture abstraite que la peinture plus contemporaine. Les principes de structure en éventail, c'est assez connu, ou ça devrait l'être. Avant, c'est la structure du nombre d'or. Avant, c'est la structure du nombre d'or, les structures symétriques, nombre d'or simplifié. Dans le nombre d'or, il y a différents rythmes, la spirale, l'ovale, l'ovoïde, l'ellipse. Et ouais, on ne trouvera pas d'éventail chez les classiques. Et est-ce que selon les cultures, on trouve des structures différentes? Alors ça, c'est une super bonne question à laquelle je ne pourrais pas répondre pour l'ensemble des cultures, mais en tout cas, j'avais remarqué quand j'avais été au Japon qu'ils utilisent le nombre d'or au Japon. Et ils utilisent des cercles aussi cachés, hein, pour des images qui sont antérieures à l'ouverture du Japon, qui est l'ère Meiji, je crois. Donc c'est aussi plus ou moins début du 20e, fin du 19e, c'est là où le Japon s'est ouvert. Donc avant ça, oui, il y a des principes de composition qu'on peut reconnaître. Je pense que assez naturellement, les artistes et les gens qui se sont occupés de l'image ont eu recours à une construction pour organiser leur image. Et qu'est-ce qu'on a à disposition? On a les mathématiques et la géométrie. Et donc, assez facilement, on peut retomber sur des principes qu'on retrouve. Après, je ne connais pas la culture balinaise, la culture maya, tu vois, tout ce genre de choses qui sont un peu plus spécifiques. Et donc, par exemple, dans les cultures où l'écriture ne se fait pas de droite à gauche, ne se fait pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Ouais. J'ai vu en photographie que la lecture d'une photographie ne se fait pas de la même manière, en fait. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Donc je me demandais si au niveau de la peinture, est-ce qu'il y avait aussi une différence de culture? Ouais, alors en fait, la peinture, elle se lit rarement en haut à gauche. Tu vois, on est sur une surface, et puis en fonction de la représentation, on va aller plutôt dans une direction ou dans une autre. Je dirais que ce qui change radicalement avec l'Asie, par exemple, c'est la représentation de l'espace, qui est beaucoup plus ambiguë. En fait, chez les Européens, on a toujours eu un espace qu'on appelle définitif, premier plan, deuxième plan, troisième plan. On a l'impression qu'on peut rentrer dans l'image. Donc ça apparaît à la Renaissance. Dans la culture asiatique, on est dans une représentation de l'espace qui est beaucoup moins réaliste, hein, qui est beaucoup plus symbolique, imaginaire, voire même qui parfois se retourne
On a des fois des éléments qui sont supposés être à l'arrière, mais qui sont volontairement très contrastés, comme si ils voulaient venir au premier plan. Et ça indique une conception du temps qui est complètement différente. Notre conception du temps, elle est ce qu'on appelle horizontale. Hein, il est 15 heures, je vais faire ça. Après, à 17 heures, je vais faire ceci, cela. Alors que là-bas, la conception du temps est complètement différente. Et ça, ouais. Ouais, elle est verticale. Et horizontale. Et horizontale, exactement. Ouais, c'est intéressant. Tu connais donc ces deux conceptions du temps, hein, verticale et horizontale. Ouais, et ben ça se traduit dans leur peinture. On en reparlera une fois parce que là, on est en train de partir sur autre chose. Mais ouais. Si tu as des infos sur la peinture au Moyen-Orient, au Proche-Orient, actuellement, si ils ont des principes aussi. Ouais, je connais pas assez. Ouais, Océane, c'est vrai qu'on a parlé de quelque chose là qui aurait pu t'intéresser, donc si tu as envie de venir, tu peux venir. Et surtout, tu pourras nous montrer aussi tes exemples. Je vous montre juste encore deux ou trois variantes de ce principe. Donc on est dans la structure en éventail. Une variante, ce serait de mettre les mesures, mais cette fois-ci, je vais tirer directement les droites et je vais aller prendre un point à l'intérieur et depuis l'intérieur je vais rayonner. Alors à ne pas confondre avec la perspective, hein. C'est pas un point de fuite, c'est vraiment un principe de composition, de structuration de l'espace. On peut le lier avec la perspective, hein. On pourrait imaginer que à partir de là je fasse une représentation avec la perspective. Mais c'est pas que ça, c'est plus un principe d'animation de l'espace. Et puis, un autre point. Et ça peut pas joindre les derniers, surtout en bas. Oui, ouais, c'est marrant parce que j'étais en train d'y penser aussi. Et je voulais vous parler d'un truc. Si jamais je trouve qu'il y a un trop grand espace là, comment est-ce que je peux faire ? Diviser par deux, je vais faire. Ouais, exactement, on divise par deux. Hein. Le principe mécanique, une de ses particularité, c'est qu'on peut diviser l'individu par deux. Et donc, si je trouve que là, il manque quelque chose, eh ben, je divise la mesure par deux. Et du coup, ça me permet de faire... ouais, magnifique. Et un autre où les points se trouvent à l'extérieur de la surface. Comment est-ce que je pourrais faire si je voulais faire en sorte que les points se trouvent à l'extérieur? Océane, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Parce que ça, je crois que je te l'avais pas montré. Les points à l'extérieur, on n'en avait pas parlé, hein, de mettre les points de la structure en éventail à l'extérieur. Ok. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour avoir des points à l'extérieur tout en restant dans la logique? Est-ce que vous avez une idée? Une diagonale et puis un point sur une diagonale à l'extérieur. Ouais, c'est pas mal, mais non. Mais c'est pas mal. En fait, je continue ma trame, tout simplement. Je continue ma trame, puis du coup, je peux me mettre là, sur ce point-là. Et puis, depuis là, je vais rayonner. Vous voyez, c'est génial parce que la créativité, ça commence déjà au niveau de la composition, en fait. Ça commence pas quand je suis en train de représenter, mais déjà dans la composition, quand je connais les principes, quand je les maîtrise, eh ben, je peux être créatif. Et c'est ce qu'a fait notamment Paul Klee, qui, bien sûr, il connaît tous ces principes par cœur. Et lui, il a inventé des nouveaux principes. C'est aussi ce qui fait la force d'un Paul Klee, c'est qu'il nous a proposé des nouvelles structures, des nouvelles manières de composer. Et pareil, je pourrais te dire, tiens, je vais aller prendre un point ici parce que j'ai prolongé la trame et puis que j'ai tac et tac. Et depuis là, pareil, je vais faire... Qu'est-ce qui est plus dynamique à votre avis? Est-ce que c'est cette trame-là ou c'est celle qu'on a vue avant? Ou est-ce que c'est celle-ci qui est en dessus? Est-ce que celle-ci, elle est dynamique ou pas? Oui. Est-ce qu'elle est plus dynamique que celle-ci? Pour moi, oui. Plus en déséquilibre. Qu'est-ce que t'en penses, Christine? Plus ou moins dynamique? Plus dynamique. Toi aussi? Oui. Isabelle? Celle d'en bas, plus dynamique. Ouais. Toi, tu dirais celle d'en haut, Océane? Oui. Et celle d'en bas? Ouais. C'est celle d'en bas alors. Non, c'est celle d'en haut. Ah. Ouais. Ouais, c'est...
pas toujours raison. Ah ouais, exactement. La majorité n'a pas toujours raison, exactement. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, mais en fait les mouvements sont beaucoup plus. C'est comme si on avait fractionné le mouvement, vous voyez. C'est comme si je prends une partie du mouvement, mais là ça tourne comme une hélice d'hélicoptère. Et puis dans la précédente, on a vraiment tout le balayement, alors que là, c'est comme si je prenais juste une partie du balayement. Et du coup, mais c'est intéressant de connaître ces principes et puis de jouer justement. Ce que je suis en train de représenter, est-ce que ça a besoin d'un mouvement très dynamique ou est-ce que ça a besoin d'un mouvement relativement dynamique? Et du coup, ça va m'aider à faire les bons choix pour trouver la bonne composition. Moi, ça me pensait à de l'architecture en bas. Oui, c'est vrai. Ça fait penser à de l'architecture. Et l'idée, ce serait pas de... Alors, on pourrait suivre la trame et puis rester dans l'architecture, mais on pourrait aussi faire des végétaux dans cette trame, par exemple. Mais parce que vraiment, moi j'ai la sensation d'un équilibre et en bas j'ai l'impression que ça va tomber en fait. oui, c'est vrai. Ouais. Mais l'idée, on peut avoir des mouvements très puissants, pardon, mais qui sont équilibrés. Est-ce que tu pourrais nous montrer tes propositions, s'il te plaît? Ouais, regardez les petites merveilles que nous a faites Océane avec cette structure. Et je trouve notamment celle-ci est tout à fait intéressante. On ne sait pas trop ce que c'est au début, puis après on se dit ah tiens c'est peut-être un paysage, mais peut-être pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on sent qu'elle est en train de danser avec la structure. J'aime beaucoup. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu as fait le travail de lecture, de lire sur chaque ligne? Est-ce qu'elle est activée? Pas encore, hein? Ok. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras faire. Ce que je dis souvent, c'est qu'on passe par une phase de créativité et puis après, on passe par une phase beaucoup plus analytique où on va regarder chaque ligne et puis voir comment elle est activée, puis si besoin, aller rajouter des lignes, rajouter des variations, etc., etc. Mais ça, je trouve très sympa. Ça me fait penser un peu à ces paysages expressionnistes, justement, déjà rien que dans le dessin. On a un peu cette impression de falaise en bord de mer avec des nuages, mais représentés d'une manière un peu éloignée d'une représentation réelle, mais ça n'empêche pas qu'il y a une certaine force et une certaine cohérence. Et puis ça aussi, c'est très intéressant. Vous avez des questions par rapport à ce principe? En fait, du coup, la plus dynamique de toutes, est-ce que c'est la première qu'on a vue ou c'est la deuxième? Ouais, alors bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un des mouvements, on a le mouvement qui vient de l'intérieur. Et dans l'autre, il est aussi à l'intérieur, mais il est sur le bord de... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la deuxième. En tout cas, en termes d'intensité, je pense qu'ils se valent assez. Mais je pense que ça, c'est plus dynamique quand même. Il y a plus de force dans le mouvement que ça, qui est déjà très très dynamique. Après, on peut calmer la dynamique parce que je pourrais très bien introduire des verticales. Si je prends la trame entière, en fait, elle a aussi des verticales et des horizontales. Donc, je pourrais tout à coup, si j'ai besoin d'aller calmer un petit peu le dessin ou la peinture, commencer à aller activer des verticales ou des horizontales pour stabiliser un peu le dessin. Parce qu'en général, on est plus à la recherche du mouvement. Vous connaissez l'Angélus de Millet? Toi, tu connais, hein? Ouais, exactement. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, on a toute une verticalité dans les personnages, dans le paysage et une horizontalité. Et le simple fait qu'un des personnages se courbe vers la terre comme ça et est en prière, et ben c'est ça qui crée le mouvement dans l'ensemble du tableau. Et c'est parce qu'elle est en opposition de toute cette horizontalité, cette verticalité, qu'une simple inclinaison va donner l'impression d'un mouvement à l'intérieur de quelque chose de très calme. Et très souvent, quand on a quelque chose de très très mouvementé, on va montrer soit une horizontale, soit une verticale. C'est comme si on faisait un peu l'inverse, en fait, pour donner la référence de quelque chose qui n'est pas en mouvement. Ça peut aider, parce que si tout est en mouvement, pour finir, on voit moins le mouvement que s'il y a une référence de stabilité, et inversement.